Lagash Grouch Azul, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour la deuxième fois en quelques jours au sujet autour de l'affaire Isa. Le 7 août dernier, le tribunal algérien de Taradeith a rendu sa décision au sujet de Salim Isa, qu'il condamne à 1 an de prison avec sursis, assorti d'une amende de 100 000 dinars. Alors, j'aimerais bien avoir votre commentaire concernant cette décision. Le jugement du tribunal de Gardaïa concernant Salim Yaza est à moitié une satisfaction pour Yaza en personne, parce qu'il est à moitié libre. Il est condamné, mais il n'est pas en prison. Ça peut donner une satisfaction pour Salim Yaza, pour sa famille, pour son avocat, Koussaïla Zerguin, pour la communauté amazigh, la communauté des militants amazighs qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné dans cette détresse, mais en partie, je dis en partie parce que quelque part, il est à moitié libre et ça renvoie un message que le pouvoir ne cède pas, et c'est un signe qui appelle « vous êtes libre mais on vous surveille » et destiné bien sûr à tous les Amazirs, quelle que soit la région et quel que soit le pays. Les régimes ne cèdent pas sur la question de la mazérité, même si dans l'apparence c'est constitutionnalisé pour la langue, il y a des télévisions qui parlent en tamazir, mais ce qu'on peut essentiellement dégager ou comprendre de cette situation-là, c'est que Salim il est condamné pourquoi? Parce qu'il s'est solidarisé avec les autres religions, donc nécessairement le motif de l'inculpation dans l'apparence c'est appel à la haine, mais en réalité c'est un appel à la solidarité. Donc on instruit pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie et peut-être demain dans l'histoire des autres pays nord-africains un délit de solidarité. Donc nous sommes tous de Salim Yaza, nous sommes tous Amazirs des Aurès. Et donc ce délit de solidarité est fondateur, plutôt la solidarité est fondatrice dans l'histoire millénaire d'Afrique du Nord. Sans cette solidarité, l'Afrique du Nord ne sera jamais la possibilité de vaincre les Romains, de vaincre tous les concurrents qui sont passés depuis cette période-là. Des députés algériens et autres responsables politiques s'attaquent à des symboles de la mazérité, comme par exemple Mouloud Mamri, pourtant reconnu par l'État algérien, qui lui a même consacré un colloque ou des colloques, et il a même imprimé un timbre à son effigie. Ils tiennent, ces députés, ces responsables politiques, tiennent des propos haineux et racistes et n'ont jamais été inquiétés. Des médias, des télés par exemple, relayent même largement leur vocifération. Alors, comment expliquer ces deux poids, deux mesures? Il est évident, hein, c'est pas la première fois qu'on s'attaque aujourd'hui publiquement et relayé par la presse, les médias et toutes les télévisions d'Algérie à une personnalité aussi importante sur le plan culturel et linguistique comme Mouloud Mamri. Mouloud Mamri, le pouvoir lui-même, comme vous le dites dans la question, ils ont fait de lui une personnalité nationale, etc. Parce que Mouloud Mamri, à l'extrême, et sa contribution elle est absolument prestigieuse dans le domaine de la rénovation, le recouvrement de l'identité, de recherche anthropologique sur la personnalité et sur la culture berbère. Mais ça participe, cette logique-là, de profaner
les symboles berbères, ça participe à quelque chose qui n'est pas du tout, de notre point de vue, c'est, à mon sens, c'est tout à fait normal. Ça nous apparaît anormal, violent. Non, c'est tout à fait normal. Toute la politique du système arabiste, elle va dans le sens de profaner, de mettre de montrer que les symboles berbères ne valent absolument rien au nom d'une culture islamique. Tout ce qui est avant l'islam et tout ce qui remonte d'avant l'islam, c'est de la barbarie, al-jahiliya, c'est de la barbarie. Et donc, si on regarde un peu l'histoire, on assiste, ils ont bien incendié le monument, la stèle qui était destinée à la reine berbère Daya. On remonte un peu plus loin, le Kateb Yassine, il devrait avoir un monument dans chaque coin d'Afrique du Nord, un symbole fondamental de la Mazérité, parce que lui, il avait compris que l'émancipation de la Mazérité ne peut se faire que dans un cadre général, amazir, et dans une solidarité pana-amazir, au profit des Amazirs. Et là, bien sûr, on a connu Massinissa, j'allais dire Amazir, parce qu'Amazir c'est plutôt son fils. Et le problème, c'est que le pouvoir, tous les pouvoirs d'Afrique du Nord, ils savent très bien que la bataille se joue à la fois sur la mémoire, sur les symboles et sur la solidarité. La solidarité, maintenant, on sait que demain, tout acte de solidarité inter-amazir, ça signifiait une conduite devant un tribunal. Sur les symboles, qu'on profane l'image, l'importance de Mouloud Maamri ou de Kateb Yassine ou de beaucoup d'autres berbères dans Matoub, qui s'est fait par des complicités locales. On a fait de lui un homme de la cité, sachant que c'est un rebelle. Un rebelle dans le sens promotion, développement, recouvrement de l'identité amazigh. Et par extension, la mémoire, on voit toutes les politiques imposées par tous les régimes, particulièrement dans les Aurès, pour domestiquer cette grande région historique. Au-delà de la volonté de l'État algérien de domestiquer et de maintenir dans la soumission les Aurès, ce qui expliquerait cet acte arbitraire qui a visé d'ailleurs Salim Isa dans le but d'intimider, n'y a-t-il pas également une volonté d'empêcher la solidarité entre Amazirs? Effectivement, c'est là l'enjeu, le nouvel enjeu de la question amazigh et son émancipation. C'est que aucune région, aucune composante de la Mazérité ne peut, à seule, sans le soutien et sans la solidarité amazigh, ne peut faire quoi que ce soit. Parce que la bataille, elle n'est pas menée sur le plan recouvrement de l'identité culturelle, émancipation des Amazirs sur le plan économique, social. Elle n'est pas également sur un désir amazigh d'être en étant amazigh, ou un désir linguistique, ou une volonté de développer une langue. C'est plutôt une question qui renvoie sur une affirmation identitaire millénaire, historique. Donc les Amazirs, par opposition à toutes les grandes cultures ou toutes les petites cultures, on n'a pas là à dire que telle culture ou telle culture, par opposition, c'est une entité culturelle et territoriale, géographique, donc autonome. Et donc, si c'est comme ça, il est nécessairement d'aller vers la solidarité. La solidarité, ce n'est pas un mot qu'une région se porte volontaire pour secourir. Non, la solidarité dans le sens, il y a un enjeu commun partagé. Partagé par
toutes les communautés amazighes, du Rif, des îles Canaries, en passant par la Kabylie, les Aurès, le Mzab, l'Azouad, Nalout et bien sûr la Tunisie, c'est le même désir et les mêmes enjeux, à la fois identitaires, existentiels d'abord. Nous existons parce que nous sommes de ce territoire-là. Les hommes, les femmes disparaissent, mais le territoire est amazigh fondamentalement. Deuxième élément, c'est aller vers la construction de cette identité. Et elle ne peut pas se construire d'une manière parcellaire, d'une manière séparée, d'une manière chacun dans son coin. Parce que chacun dans son coin, c'est ce que veut le pouvoir et ce que cherchent tous les pouvoirs. Les pouvoirs veulent montrer à toutes les composantes amazighes, berbères, qu'il n'y a pas une identité civilisationnelle. Ça n'existe pas, cette identité civilisationnelle, comme par exemple le monde arabe. Regardez, quand on veut appeler, et on parle des Arabes, on dit les pays arabes. Quand on parle des Européens, on dit les pays européens. Mais quand on parle de nous, on va parler plutôt des individus. Les Kabyles, les Chaouis, les Réfins, les Touaregs. C'est-à-dire qu'on oublie le territoire. Et qu'est-ce qui est fédérateur entre nous? C'est le territoire et l'histoire. L'histoire, on reviendra, c'est ce que nous portons comme valeur, le territoire, ce qu'on ne peut pas faire bouger, et le pouvoir. Si on s'attache et la solidarité se construise sur l'histoire et le territoire, la bataille est gagnée. À votre avis, pourquoi l'État algérien investit autant pour maintenir les barrières entretenues entre les Aurès et la Kabylie, lesquelles barrières ont été donc mises en place dès la naissance de cet État, c'est-à-dire en 1962, et ils ont été alimentés jusqu'à créer une animosité inexplicable entre les deux pays amazigh, à savoir la Kabylie et les Aurès. La question des barrières, elle relève un peu d'une stratégie ou d'une politique qu'on peut qualifier pour les militants qu'une politique de domination, de soumission. Mais en réalité, si on regarde un peu l'histoire berbère depuis 2000 ans, au moins, on se rend compte qu'aucune composante berbère, parce qu'aucune région berbère n'a pu relever le défi, combattre pour la promotion de la protection de son territoire, d'abord, la promotion de son identité et le développement de sa culture et bien sûr l'émancipation de ses citoyens, seul. Jamais. Je prends l'époque coloniale, l'époque française ou même l'époque ottomane, chacun se révolte dans son coin. Quel était le résultat? Chacun dans son coin, ça conduit à des défaites sanglantes, à des déportations, à des misères. Et quand on pense ensemble, et pensons ensemble, parce qu'il y a les... Certes, il y a des... Sur le territoire de Tamazra, sur les terres amazighes, qui font à peu près 5000 km, c'est 5000 km, hein, des îles Canaries jusqu'à Soua et d'Alger jusqu'à Tombouctou, c'est 5000 km. Et cette question, tous les pouvoirs, et particulièrement le pouvoir algérien et le pouvoir marocain, ils se sont rendus compte. Rien ne vaut la division. Au Maroc, par exemple, les Chlouh sont opposés aux Réfins. Le Rif est en rébellion depuis presque des siècles, mais il est en rébellion particulièrement depuis une année. Les Chlouh ne sont pas solidaires. Ne sont pas solidaires activement. De l'autre côté, le cas algérien, les revendications en Kabylie pour la mazirité, pour l'émancipation, pour l'économie, pour ceci, ne sont pas reliées dans le monde chaoui. Et ça, le pouvoir, il érige les barrières, il érige comme on dit, une volonté d'opposer une région à une autre. Mais je prends pour exemple
Qu'est-ce que vaut la Kabylie sans les Aurès? Et l'inverse est vrai. Que vaut les Aurès sans la Kabylie? Parce que les deux associés portent comme on dit, beaucoup d'espoir. La Kabylie en elle-même et par son expérience, c'est une région qui, plutôt dans la modernité, dans ses moyens de lutte, dans sa façon de voir. Je prends un exemple simple. Le mouvement syndical nord-africain est fondamentalement kabyle. En Tunisie, Farhat Hachad, c'est un kabyle. En Algérie, Essa Tidi est un kabyle. Et quand vous regardez de l'autre côté, donc c'est des mouvements, la Kabylie est inspirée par une forme de modernité, disons occidentale. D'où l'accusation, les Kabyles sont accusés, qui sont plutôt portés sur l'Occident, le parti de la France et tout. Tout ça pour réveiller chez les Chaouis une autre attitude qui est un peu conservatrice, protectrice, parce que les Chaouis sont, autant que les Kabyles sont amazirs, et également sont les gardiens du temple. La mémoire amazigh se trouve chez eux. On va de Massinis à Jugurtha, à Axil, à Takfarinas, à Jupa. Cette mémoire leur donne quelque part un droit de protéger le territoire. Et on a vu un cas. Quand ces deux grandes régions se sont associées pour une question coloniale, la libération du territoire, ça a donné des barrières entre les Aurès et la Kabylie, c'est ne pas permettre l'éclosion, l'émergence d'une amazirité nord-africaine. Vous avez en quelque sorte deux bastions. Un bastion qui regarde le ciel, regarde la modernité, et un bastion qui regarde l'histoire. Les Chaouis sont dans l'histoire de Tamazra. Et les Kabyles, c'est dans le mouvement de Tamazra. Et casser et créer des barrières, les motifs, les alibis, les excuses ne manquent pas. Hein. On définit le Kabyle comme pro-occidental et le Chaoui qui est très arabisé. Non, le Chaoui n'est pas arabisé et le Kabyle n'est pas occidental. Ils sont les deux amazirs. Et merci. ثاني ميرس لقى يا عودي وفوت في وقت والنجر كيف واحش يا عودي وفوت في وقت والنجر كيف واحش اركب سديده